De 5,5 km au cœur du golfe Persique est un des chantiers les plus ambitieux du monde. Palm Jumeirah est si étendue qu'on peut la voir de l'espace. Construite uniquement de sable et de roches, menacée par les tremblements de terre, les tempêtes et l'érosion de la mer, il est tout simplement incroyable qu'elle ait réussi à voir le jour. Si Dieu avait voulu une île en forme de palmier, il l'aurait bâtie ici. Mais ces bâtisseurs livrent une course contre le temps et contre les forces de la nature. D'ailleurs, ils pensaient ne jamais réussir à construire cette superstructure. Août 2001. Le golfe Persique bourdonne d'activité. Dubaï a décidé de construire l'une des plus grandes îles artificielles du monde. Une tâche colossale pour les ingénieurs, car ce chantier n'a pas d'équivalent. Toutes les structures se dressent comme autant de défis à la nature, et la plupart sont aujourd'hui construites en béton et en acier, des matériaux renforcés artificiellement. Mais cette île gigantesque ne va être fabriquée qu'à partir de produits naturels, le sable et la roche. Deux matériaux sujets à l'érosion dès qu'ils sont au contact de l'eau. Pour le responsable du projet, Robert Berger, c'est un travail herculéen. Toute construction défie la nature, et ce chantier en est un exemple extrême. Tous les jours, nous essayons d'enrayer la destruction de ce que nous avons construit. Dubaï est la perle du Moyen-Orient. Ce petit émirat de 3900 km² s'est bâti grâce à ses réserves pétrolières et il est devenu un des endroits les plus riches du monde arabe. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a une cinquantaine d'années, Dubaï était un comptoir commercial, niché au fond d'une crique. Aujourd'hui, il s'est métamorphosé. Il est réputé pour son or, son commerce et son pétrole. Le problème, c'est qu'en 2016, ses réserves seront épuisées. Pour éviter un désastre économique, Dubaï doit donc se trouver une nouvelle source de revenus. Le cheikh Mohammed Ben Razed Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, a mis sur pied un plan d'aménagement de 1,650 milliard d'euros pour transformer son royaume, afin d'en faire la première destination touristique de luxe au monde. Et il compte bien réaliser ce qui a été décidé. Pour faire connaître Dubaï, il a fait construire un des hôtels les plus luxueux du monde, le Burj Al Arab. Des parcours de golf et de courses de voitures. Et il songe à édifier le plus haut gratte-ciel du monde. Mais la grande idée du prince, c'est le tourisme de masse. Dubaï semble avoir tous les atouts pour réussir. Le soleil y brille presque tous les jours, et ses plages et ses fonds marins sont superbes. 5 millions de touristes viennent ici chaque année, et le prince veut voir ce chiffre tripler. Le problème, c'est que la côte ne mesure que 72 km. Autant dire qu'elle est trop réduite pour accueillir 15 millions de personnes. Comment l'allonger? Tout simplement en construisant une île géante. Cette tâche herculéenne incombe au sultan Ahmed Ben Sulayem. Tout commence par une feuille de papier sur laquelle il dessine une île circulaire. À sa grande satisfaction, il constate qu'elle agrandirait la côte de 7 km. Mais ce chiffre ne suffit pas au prince. Il a regardé cette île circulaire qui nous apportait donc 7 km de plage et il a lancé, et pourquoi pas 70 km? Il faut donc revenir à la table à dessin, et cette fois, c'est le prince lui-même qui met la main à la pâte. Malheureusement, l'essai n'est pas concluant. C'est alors qu'il conçoit un plan audacieux. En effet, quoi de plus indiqué pour un endroit paradisiaque qu'une île en forme de palmier? D'une largeur de 5,5 km, elle étirera la côte de pas moins de 56 km. Elle aura 9 fois plus de côtés qu'une île circulaire. Mais personne n'a encore jamais construit d'île de cette taille et de cette forme. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça incroyable.
En effet, ça revient à construire une ville en mer, puisque le palmier sera couvert de villas luxueuses, de centres commerciaux et de restaurants. Quant à la digue en forme de croissant, reliée au palmier par un tunnel, elle accueillera 22 hôtels. Le moyen le plus facile de construire cette mégastructure serait d'utiliser du béton et de l'acier. Sauf que ça ne cadre pas avec les projets du prince, qui posent un défi supplémentaire aux architectes. Pour se fondre dans son environnement, l'île doit être entièrement fabriquée à partir de matériaux naturels. En forme de palmier, elle sera faite de 94 millions de mètres cubes de sable. Et la seule chose qui les protégera de la mer, c'est une digue de 5,5 millions de mètres cubes de roches. Avec une telle quantité de sable et de rochers, on pourrait construire un mur de 2,50 m de haut tout autour de la planète. C'est peut-être le seul endroit au monde où on peut faire quelque chose de semblable, où quelqu'un peut imaginer et réaliser un tel projet. Pour concrétiser cette idée ambitieuse, Dubaï a besoin des meilleurs ingénieurs et architectes de la planète. Leurs recherches conduisent les autorités de l'Émirat jusqu'aux Pays-Bas. Passés maîtres dans l'art de la poldérisation, les Hollandais ont augmenté la surface de leur pays de 35%. Ces derniers sont donc immédiatement embauchés. Leur premier défi ? Prouver qu'il est possible de bâtir une île dans le golfe Persique et qu'elle y restera. Le seul moyen de la maintenir à sa place, c'est de la ceindre d'une digue. Mais quelle doit être la taille de cette barrière défensive? Pour le découvrir, il faut prendre en compte la puissance des orages, la hauteur des vagues lors des tempêtes et l'effet du réchauffement de la planète qui occasionnera une montée du niveau des eaux. Mais ce que les spécialistes du génie côtier redoutent le plus, ce sont les vagues scélérates. Ces vagues immenses qui se forment sur de longues distances détruisent quasiment tout sur leur passage. Mais nos bâtisseurs ont de la chance. L'équipe a conclu que le golfe Persique est l'endroit idéal pour construire cette superstructure. En moyenne, le golfe ne mesure qu'une trentaine de mètres de profondeur sur 160 km de large. Il est donc trop étroit et trop peu profond pour que des vagues scélérates viennent s'y former. En revanche, il faut tenir compte du chamal. Tous les hivers, ces tempêtes du secteur nord apportent des vents violents et des vagues de 2 mètres de haut qui vont déferler sur l'île. Les experts doivent également envisager un scénario catastrophe, une tempête qui ne se déchaîne qu'une fois par siècle. L'équipe peaufine ses derniers calculs. Pour protéger cette île fragile, la digue doit culminer au moins à 3 mètres au-dessus du niveau des vagues et mesurer 11,5 km. Mais lorsqu'ils croient toucher au but, les experts se voient adresser un nouveau défi. La construction doit commencer sur le champ, avant même la fin des études. C'est un pari on ne peut plus risquer. En cas d'erreur, toute la structure risque d'être emportée. Pour compliquer encore la tâche des ingénieurs, on leur demande d'accomplir un miracle. Normalement, il faut une quinzaine d'années pour construire un tel projet. Mais ils n'en ont que 5 pour achever celui-ci. Avant d'entamer les travaux, il faut déterminer le site qui va accueillir cette île. C'est le rôle de Robert Burger, le chef du projet. Le problème quand on travaille en mer, c'est qu'il n'y a aucun endroit pour planter des piquets et on ignore où le projet va se développer. Mais comme nous avions été mandatés par son Excellence le Cheikh Mohammed pour déterminer l'implantation de l'île, il a fallu définir le centre du lotissement. Je me suis mis là, j'ai planté le premier piquet juste au bord de l'eau, j'ai tendu les bras, j'ai fermé les yeux. Et la ligne formée a symbolisé l'axe du projet. En général, on aligne des piquets pour le symboliser, mais là, on l'a créé comme ça, tout simplement. Août 2001. Les équipes de construction de la digue prennent la mer. Elles n'ont que 2 ans pour édifier l'immense barrière de 11,5 km. Mais le chantier vient à peine de commencer et c'est déjà la catastrophe. 11 septembre 2001.
À New York, le World Trade Center fait l'objet d'un double attentat terroriste. Du jour au lendemain, l'activité touristique en direction du Moyen-Orient s'arrête. Mais les ouvriers ont déjà commencé à travailler sur le palmier. Les millions d'euros et les mois de recherche ne serviront-ils à rien? Septembre 2001, conséquence des attentats aux États-Unis, le monde des transports est touché de plein fouet. La peur et la panique se répandent, et les gens ont désormais peur de voyager en avion, particulièrement vers le Moyen-Orient. Les conséquences pourraient être désastreuses pour les ambitieux projets de Dubaï. D'autant que les travaux de l'une des plus gigantesques constructions humaines a déjà commencé. Une île géante en forme de palmier créée dans le but de faire de Dubaï l'une des destinations touristiques les plus prisées. La digue de 11,5 km est en construction. Les deux équipes, celle de la digue et celle du palmier, sont d'ores et déjà constituées et elles sont à pied d'œuvre pour faire du rêve une réalité. Craignant pour leur vie, les 1200 ingénieurs étrangers à Dubaï établissent des plans de secours pour quitter le pays. Entre-temps, ils reçoivent pour consigne de cesser de fréquenter les hôtels et les bars pour occidentaux. Le commerce s'effondre, les plages sont vides, les restaurants déserts. Personne n'a plus envie de venir. Pendant 3 mois, Dubaï cesse de fonctionner. L'industrie touristique du Moyen-Orient décline. Malgré ce contexte politique, le travail continue. Les réserves pétrolières s'épuisant, le prince s'en tient à sa ligne de conduite. Des millions d'euros ont été investis pour embaucher les meilleurs ingénieurs en bonification des terrains. Ceux-là même qui ont travaillé sur des projets aussi prestigieux que celui de l'aéroport Cheplakok à Hong Kong, la digue du Nord aux Pays-Bas, ou encore le centre industriel de Singapour. Mais personne n'a encore bâti une mégastructure de cette taille et de cette forme. En novembre 2001, la course pour la construction reprend de plus belle. 9 chalands, 15 remorqueurs, 4 dragues, 30 engins terrestres et 10 grues flottantes participent au chantier de la digue. La première phase de ce défi incroyable consiste à surélever le fond du golfe Persique. 3 énormes dragues aspirent une fine couche de sable sur le fond à proximité, puis le déversent pour dresser un merlon de 7,50 m de haut. Cette opération ne peut se dérouler que lorsque la mer est des plus calmes. Pour maintenir ce merlon en place, on décharge dessus des gravats, depuis des chalands. Ce lit de rocher va faire passer la digue de 4 mètres sous la surface à 3 mètres au-dessus. Ainsi fabrique-t-on la barrière sans laquelle il n'existerait pas. Ces 2 couches inclinées de sable et de pierre encaissent la force des vagues qui s'abattent sur la digue, mais elles ne constituent que son assise. Sa véritable protection, c'est son armure extérieure. Pour la fabriquer, il faut beaucoup de très gros rochers. Chacun d'eux pèse jusqu'à 6 tonnes. Ce sont eux qui vont protéger l'île de l'érosion maritime. Mais réunir autant de rochers n'est pas une mince affaire. Des équipes d'excavation commencent à travailler dans 16 carrières à travers les Émirats arabes unis. La digue de 11,5 km a besoin de beaucoup de rochers, pas moins de 5,5 millions de mètres cubes, de quoi construire 2 pyramides égyptiennes. Les rochers sont arrachés à la montagne à grands coups de dynamite, jour et nuit, et chargés sur des dizaines de camions qui font le long trajet jusqu'à la côte. Une fois arrivés, les rochers sont aussitôt embarqués sur les chalands et acheminés jusqu'au chantier. En moins de 24 heures, les rochers passent de la carrière à la digue. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce tapis roulant flottant transporte jusqu'à 40 000 tonnes de roches chaque jour, presque l'équivalent de 2 porte-avions. La densité, la taille et la perméabilité de chaque rocher sont cruciales.
Ce mur de roche doit durer plusieurs siècles. Comme il n'y aura ni béton ni acier pour les maintenir en place, ces blocs énormes ne sont pas déversés au hasard. Triés par taille et par poids, c'est leur volume qui assurera qu'ils resteront à leur place. Disposés à l'aide de grues, chaque rocher doit épouser ceux d'à côté pour résister à la force de la mer. Il faut constamment vérifier que la digue est à la bonne place et que les rochers sont stables. Le seul moyen de le faire de manière efficace, c'est d'envoyer des plongeurs. Ils localisent et vérifient la digue mètre après mètre. Dans cette entreprise, rien n'est laissé au hasard. Le moindre mouvement peut entraîner la cassure d'un bloc et par conséquent la destruction de la digue, ce qui condamnerait l'ensemble du projet. Une étude détaillée des rochers est effectuée. Les plongeurs cherchent des signes éventuels de faiblesse. Ils craignent que certains rochers se soient fissurés ou aient été déplacés par les vagues lors de la pause. Tous les 27 mètres, un plongeur fait surface pour enregistrer l'emplacement des rochers analysés. La lecture est effectuée par un homme à terre. Pour l'instant, cette portion tient bien en place. Janvier 2002. 6 mois après le début du chantier, une grande section de la digue se dresse fièrement à 4500 mètres au large. Pour tous les participants, c'est un moment magique. Le rêve devient réalité. Quand la digue est sortie de l'eau, nous sommes bien sûr tous montés dessus, sur ce petit tas de cailloux au milieu de l'océan, et nous avons regardé Dubaï. C'était le début de notre travail. C'est une réussite majeure pour l'équipe. Mais il reste encore 10 km de digue à construire. Les ingénieurs jubilent, mais leur joie va être de courte durée. L'hiver approche. Avec un délai incompressible de 2 ans pour construire la digue, la dernière chose dont l'équipe a besoin, c'est de prendre du retard. Or, qui dit hiver au Moyen-Orient, dit chamal. Il s'agit de ces tempêtes accompagnées de vents soufflant à plus de 50 km/h. Les changements de vent sont brusques. Ils agitent la mer et apportent des pluies torrentielles, sans parler des orages violents et des tempêtes de poussière aveuglante. Sur Terre, les choses ne bougent guère, mais en mer, c'est une autre histoire. Des creux malmènent des bateaux qui ont besoin d'une mer d'huile pour déverser sable et rochers avec précision. On a dû se réfugier dans le tout petit abri qu'on avait bâti. Les ingénieurs ont construit en prévision de difficultés climatiques, mais les tempêtes de mars 2002 sont plus violentes que prévu. On s'agglutinait tous pour se protéger des tempêtes. Les navires se mettent à l'abri, mais l'inquiétude règne. La digue va-t-elle résister? L'attente est angoissante. Pendant les 3 semaines qui suivent, les tempêtes se succèdent inlassablement. Les ingénieurs ne peuvent que regarder et attendre. La digue tient bon, mais sa construction compte déjà 3 semaines de retard. La pression est énorme, chaque seconde compte. Il est vital que l'île de Sable dispose de son rempart de protection. Et ce n'est que lorsque la digue mesurera 550 mètres de long que sa construction pourra commencer. Et le planning est des plus serrés. La superstructure doit être achevée en 2006. L'équipe a donc 2 ans et demi pour ériger la digue et l'île, et seulement 2 ans pour édifier la ville qui se trouvera dessus. Seul moyen de tenir ce délai, construire l'île et la digue en même temps. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car cela signifie que l'île ne bénéficiera que d'une protection minimale lors de sa construction. Quoi qu'il en soit, les ingénieurs n'ont pas le choix. Pendant que la deuxième équipe, celle qui construit l'île, attend l'avancée des travaux de la digue, la première pose les fondations sablonneuses sous le niveau de la mer. 8 mois après le début des travaux, on touche au but. En avril 2002, les 550 premiers mètres de la digue s'élèvent à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les bâtisseurs peuvent enfin entrer en action et faire émerger le palmier. Pour construire cette île gigantesque, une deuxième équipe doit trouver 94 millions de mètres cubes de sable. Une quantité suffisante pour noyer Manhattan sous 1 mètre de sable.
En soi, c'est déjà un travail démesuré. Mais trouver le sable adéquat vient encore ajouter à ce casse-tête. L'émirat de Dubaï a plus de sable qu'il n'en aura jamais besoin. Mais comble de l'ironie, celui du désert n'est pas adapté aux besoins du chantier. Il est trop fin et il ne s'agglomère pas. Il faut donc aller le chercher ailleurs. Le sable le plus adapté se trouve à 6000 nautiques au large. Il est grossier, dense et il résiste bien mieux aux assauts des vagues. On va donc l'aspirer sur le fond du golfe Persique. Autre avantage, les dragues passeront moins de temps à le transporter jusqu'au chantier. En seulement 3 heures, une drague fait l'aller-retour, aspire le sable et le déverse sur le chantier. Elle travaille sur une zone de 5 km², aspirant une épaisseur d'1 mètre de sable sur le fond. Il faut moins d'1 heure pour remplir sa soute de 8000 tonnes de sable. Ce dernier est ensuite aspiré par un tuyau et refoulé à un débit de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire suffisamment rapide pour remplir un bassin olympique en 4 minutes. L'équipe 2, celle qui construit l'île, travaille 24 heures sur 24 pour respecter les délais. Nuit et jour, l'île grandit. Le sable dessine un arrondi qui finira par culminer à 4 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Mais les ingénieurs sont dubitatifs. La forme de l'île correspond-elle à ce qui était prévu? On était très enthousiastes. On avait hâte de voir le résultat, mais on avait aussi un peu peur. Était-elle au bon endroit? Pour dissiper ce doute, Dubaï a un atout. À 676 km d'altitude, l'émirat a en effet accès à l'unique satellite privé du monde. Il est si puissant qu'il rivalise même avec ceux des armées russes et américaines. En orbite autour de la Terre, Ikonos, c'est son nom, prend des photos montrant que l'île est parfaitement à sa place, pour l'instant. Cela signifie également que le prince peut garder en permanence un œil sur son projet. Août 2002. Au bout d'1 an de travail, l'équipe 2 est en avance sur son planning. 8 km de digues ont été érigés. Et 8 feuilles de palme s'arrondissent au milieu des flots azuréens. Mais le travail est difficile. Cette méthode de construction est très courante dans le cadre de la bonification des terrains. Mais ce projet n'a rien d'ordinaire. Il n'y a pas de moule pour la forme du palmier et pas de point fixe pour se repérer depuis la côte. Cette forme sans précédent est un véritable casse-tête à construire, car tout son design repose sur la précision. Cette structure gigantesque aura 56 km de front de mer, dont la quasi-totalité seront en arrondi. Pour compliquer encore les choses, il est impossible de dire depuis le sol si le sable est projeté au bon endroit. Aussi, le seul moyen d'arriver à bout de ce chantier, c'est d'utiliser une technologie de pointe. Sans le GPS, nous n'aurions pas réussi. Il n'y a que 2 lignes droites dans ce projet. Toutes les autres sont courbes. Tout dépend donc d'une équipe de 5 hommes qui parcourt le périmètre de l'île chaque jour, au fur et à mesure qu'elle se dessine. C'est une tâche harassante, car la température monte parfois jusqu'à 48 degrés et le taux d'humidité à 95%. Avec un sac à dos bourré d'équipements, ces récepteurs mobiles permettent de déterminer les coordonnées de l'île. En recevant les signaux depuis l'espace et depuis un point fixe à terre, on définit la position et l'altitude du banc de sable. Grâce à ces coordonnées, les dragues peuvent se mettre en position et projeter le sable avec précision. Ce n'est qu'en faisant appel au dernier cri en matière de GPS que cette structure époustouflante peut prendre forme. Sous les yeux du monde entier, le palmier se dessine. Au même moment, la confiance revient dans le petit émirat. Au lendemain du 11 septembre, Dubaï fait figure de havre de paix au Moyen-Orient. Ses plages se remplissent à nouveau, les affaires reprennent. Le pari du prince de poursuivre la construction s'avère payant. Mais encore faut-il respecter la date d'achèvement des travaux fixée pour 2006.
La coordination est vitale entre les deux équipes, celle qui construit la digue et celle qui s'occupe du palmier de sable. Si la synchronisation n'est pas parfaite, c'est l'ensemble du projet qui se trouvera en péril. Si la digue avançait trop vite, l'accès au palmier était compromis. Et si la poldérisation avançait trop vite, elle était exposée aux tempêtes. Aucun des deux ne devait donc dépasser l'autre. Cet équilibre est fragile. Mais au bout d'un an de travail, le chantier est encore dans les temps. Contre toute attente, le palmier se dessine petit à petit au-dessus des vagues, protégé par sa muraille sans cesse en expansion. C'est le symbole de la réussite des ingénieurs qui vont bientôt relever leur défi le plus difficile. S'assurer qu'on peut construire sur une île artificielle faite uniquement de sable. Ce matériau instable et particulièrement sensible au mouvement de l'eau doit reposer suffisamment longtemps pour être assez solide afin qu'on puisse construire dessus. Ici, il doit même être assez stable pour qu'on bâtisse une ville de 120 000 habitants dont la sécurité reposera sur des fondations inébranlables. Il faut donc rendre cette île de sable gigantesque aussi solide que du roc. Mais comment ? Octobre 2002. La construction d'un des projets les plus ambitieux du monde a bien avancé. L'île de 5,5 km en forme de palmier et construite en matériaux naturels commence petit à petit à prendre forme. Et un an après le début des travaux, les 2/3 de la digue sont achevés. 8 km de rochers ont été empilés 3 mètres au-dessus des vagues. Derrière s'étendent 200 mètres de plage qui accueilleront 22 hôtels. Derrière ce véritable rempart, les 9 premières feuilles de palme émergent du golfe Persique. Des dragues ont projeté le sable aspiré au fond de la mer pour dessiner la première moitié de l'île. Mais construire en pleine mer, uniquement avec des matériaux naturels, impose chaque jour de relever des nouveaux défis. Et en premier lieu, affronter l'érosion. Au départ, on n'était pas sûr d'y arriver, de déverser le sable au bon endroit, de disposer les rochers idéalement. Il faut donc se dépêcher d'achever la première phase des travaux. C'est à ce moment-là que les ingénieurs découvrent un problème susceptible de compromettre l'ensemble du projet. La décision d'entamer la construction avant de finir les études préliminaires finit par leur retomber dessus. La mer ne circule pas à l'intérieur de la structure comme ils l'avaient prévu. La marée ne nettoie pas le canal intérieur correctement. L'eau propre ne circule pas assez vite et elle menace sérieusement d'y stagner. Des gens ont investi des millions pour avoir un morceau de cette île paradisiaque. Autant dire que l'eau verte et saumâtre n'y a pas sa place. Il faut donc trouver une solution, et vite. Les plans doivent être revus. À ceci près que le palmier, lui, prend forme comme prévu initialement. On effectue des simulations sur ordinateur. Heureusement, on trouve juste à temps une solution toute simple. Il suffit de percer la digue en 2 endroits et de relier ces 3 tronçons avec 2 ponts à 4 voies. Ces ouvertures permettront de laisser entrer suffisamment d'eau. 2 fois par jour, la marée investira la structure, faisant circuler de l'eau claire entre les feuilles de palme. En 2 semaines, toute l'eau sera ainsi renouvelée. Malgré tout, le problème risque de réapparaître. Des spécialistes de l'environnement testent donc l'eau chaque jour pour s'assurer que le système fonctionne. On ne peut pas tolérer le retour des algues et de l'eau stagnante. Mais une fois la qualité de l'eau assurée, le projet peut repartir de l'avant. Les équipes se démènent pour achever les 2 structures. 7 dragues projettent le sable pour créer les dernières feuilles du palmier. Et des grues flottantes posent les derniers blocs. En août 2003, la digue est achevée. Les 5,5 millions de mètres cubes de rochers retiennent désormais les flots tumultueux. Deux mois plus tard, en octobre, l'île est terminée à son tour. Les 94 millions de mètres cubes de sable pris dans le golfe Persique
ont donné naissance à un palmier parfait. En seulement 2 ans, le projet est sorti des eaux en respectant le délai de construction imposé au départ. La phase 1 de ce défi monumental est achevée. Mais il reste encore beaucoup de travail, car cette phase englobait seulement l'érection des fondations. Pour faire du rêve du prince une réalité, il faut encore construire 4500 pavillons et appartements, des hôtels et des centres commerciaux sur le front de mer. Cette île de sable doit en effet soutenir une ville entière, d'où une difficulté nouvelle, celle de construire sur du sable. Comme le sable a été projeté, il est meuble et non compacté. Le matériau de construction de l'île avait été aspiré au fond du golfe Persique, ce qui signifiait que toutes les particules fines avaient déjà été nettoyées. Quelques heures après son dépôt, on pouvait y circuler en voiture, mais rien n'y construire dessus. Or, cette ville construite sur la mer a besoin de fondations solides. Aussi, avant de commencer la construction, les ingénieurs doivent trouver un moyen de compacter le sable. En théorie, c'est très simple. Il suffit simplement de comprimer la couche supérieure. Vous voyez qu'il n'y a que très peu de déplacement, sauf vers le bas. Rien sur les côtés. Après, la surface est assez solide pour être constructible. Mais en pratique, les ingénieurs travaillent sur une surface répartie sur plus de 5 km². Avec le temps, le sable se compacterait naturellement, mais ça prendrait des années. Or, le temps est un luxe dont les ingénieurs doivent se passer. La construction des infrastructures doit commencer immédiatement. Et comme si le planning n'était pas une pression suffisante, il existe une autre raison pour laquelle les fondations de la ville doivent être particulièrement résistantes. Dubaï se situe à la jonction de 2 plaques tectoniques. Bam, en Iran, au nord du golfe Persique. 5h26 du matin, le 26 décembre 2003. La ville est secouée par un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter. En quelques minutes, 60% des bâtiments s'effondrent. Il y a 43 000 morts, 20 000 blessés et 60 000 sans-abri. Une multitude de répliques touche Dubaï à 480 km de l'autre côté du golfe Persique. C'est un signal d'alarme pour le projet. Si l'épicentre d'un tremblement de terre se trouvait à Dubaï, ce serait un désastre. Si un tremblement de terre secouait la région, le sable perdrait de sa cohésion en profondeur. La polymérisation consiste d'abord à entasser du sable. Ensuite, on ajoute l'océan. Et on obtient une île. Ajoutez les forces latérales d'un séisme et l'île disparaît. Ce phénomène terrifiant s'appelle liquéfaction. Il se produit lorsqu'un séisme agite la surface de la Terre et fait du même coup bouger les grains de sable. En se tassant, le sable fait remonter l'eau, liquéfiant le sol. En clair, l'île replongerait dans la mer. Kobe a été la preuve tragique d'un tel phénomène. En 1995, un tremblement de terre de 7,2 degrés sur l'échelle de Richter a ravagé la ville. En quelques secondes, les bâtiments se sont écroulés. Mais sur le front de mer, les choses se sont passées différemment. La puissance du séisme a entraîné la liquéfaction des polders sur lesquels le port était construit. Là, les bâtiments se sont littéralement enfoncés dans la mer. Les dégâts se sont chiffrés à plus de 5 milliards d'euros. C'est le genre de drame qu'on veut éviter à Dubaï. Aussi, avant de construire les bâtiments, on s'assure que Palm Jumeirah sera suffisamment solide pour résister à une liquéfaction éventuelle. L'équipe doit tasser une couche de sable d'une 12aine de mètres, c'est-à-dire trop épaisse pour qu'on y parvienne avec des rouleaux compresseurs traditionnels. La seule solution est une méthode appelée vibrocompactage.
Janvier 2004. 15 machines travaillent 24 heures sur 24 pour solidifier le sable. On fore d'abord plus de 200 000 puits sur toute la surface de l'île. De l'eau et de l'air sous haute pression enfoncent les vibreurs dans le sable. En s'agitant, l'appareil secoue et compacte la zone environnante. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Et au fur et à mesure que le sable se tasse et s'enfonce, on en déverse en complément jusqu'à ce que le périmètre autour du vibreur soit dur comme du roc. Il faut 8 mois pour stabiliser ainsi les 17 feuilles du palmier. Mais c'est une étape nécessaire pour assurer la sécurité des 120 000 personnes qui habiteront et travailleront ici. Mars 2004. 2 ans et demi après le début des travaux, Palm Jumeirah est prêt à se transformer en chantier de construction. Des milliers de camions et de grues, des tonnes de matériel et 2000 ouvriers débarquent sur l'île. C'est la phase la plus compliquée de tout le projet, l'installation de l'infrastructure. Les conduites de gaz et d'eau, les câbles électriques et bien sûr, les bâtiments. Ces ouvriers vont construire une ville entière en pleine mer en 2 petites années. Mais les promoteurs n'ont-ils pas placé la barre trop haut ? Janvier 2005. Une des plus grandes entreprises humaines a atteint un stade critique. Après 2 ans de travaux, les fondations de l'île émergent. Il est temps maintenant pour les ingénieurs d'oublier le sable et la roche pour s'intéresser au béton, au verre et à l'acier. Ils ont 2 ans pour faire sortir une ville de l'eau. Une première dans l'histoire du monde et un véritable cauchemar logistique pour le chef du projet, Scott Jensen. J'avais déjà travaillé sur 3 ou 4 projets de plusieurs milliards d'euros chacun, mais celui-ci est le plus important et le plus complexe. Je n'arrive pas à en imaginer d'autres qui pourraient être plus compliqués. 850 autobus font le va-et-vient pour transporter les 40 000 ouvriers qui travaillent en 2 équipes de 12 heures. Ces hommes vont devoir supporter des températures infernales, flirtant parfois avec les 48 degrés. En plus du personnel, des millions de tonnes de béton et d'acier sont acheminées du monde entier, jusque sur le palmier. 51 prestataires vont assurer la construction des maisons, des routes, des canaux, des centres commerciaux, des stations d'épuration, chaque pièce du puzzle devant parfaitement épouser ses voisines. Pour tenir les délais, tous les matériaux doivent être livrés sur le chantier en temps et en heure, quoi qu'il en coûte. Si les matériaux commandés à l'étranger n'arrivent pas, on met quelqu'un dans un avion pour aller les chercher. Pas question d'attendre. Il faut être réactif. Sinon, un chantier de cette ampleur est irréalisable. Et l'approvisionnement n'est pas le seul problème. L'installation des infrastructures a de quoi donner le tournis. Des kilomètres de conduites d'eau et de gaz doivent être posés à travers tout le chantier. Mounir Haïdar, le directeur de l'équipe technique, sait qu'il faut un bon plan pour un chantier comme celui-ci. Ça n'est pas qu'il n'y a pas de plan. Il y en a un, mais il faut le gérer et l'adapter au quotidien, car il change tous les jours. En effet, depuis le lancement du projet en 2001, l'île n'a pas arrêté de changer. Au départ, Palm Jumeirah devait accueillir 60 000 personnes. En 2004, devant l'engouement du grand public pour ce projet, ses promoteurs ont décidé de doubler sa capacité. Tout le monde changeait les impératifs et il nous fallait réagir rapidement. Et à Dubaï, les choses vont vite. La pression monte. Chose incroyable, quand le palmier est proposé au grand public, toutes les maisons sont vendues en 3 jours. Les plus onéreuses coûtent près d'1 million d'euros. La star du football anglais, David Beckham, est l'un des heureux propriétaires. 3 ans plus tard, les premiers acheteurs veulent emménager. Il y a plus de 1800 villas à construire sur le front de mer, assez pour border 14 fois l'avenue des Champs-Élysées, et leur date de livraison approche. Or, beaucoup ne sont pas encore sortis du sol. Les travaux prennent du retard, mais le prince a promis que ce site de luxe serait fin prêt pour 2006. Il faut donc tenir les délais. Pour ajouter à la pression, le design du tronc du palmier se complique un peu plus chaque année. Cette zone d'1,6 km accueillera au moins 8000 villas et complexes d'habitation, 220 centres commerciaux et restaurants,
Et les promoteurs en promettent toujours plus. Comme la Tour du Palmier et ses 36 étages, qui offriront encore plus d'espace aux boutiques, aux restaurants et 450 appartements de très grand standing. Mais toutes ces améliorations ont un prix. Le tronc ne sera achevé qu'en 2008. L'avantage, c'est que lorsque vous en avez assez des défis, de la paperasse, des réunions et de tout ce qui accompagne des projets comme celui-ci, il suffit de regarder le coucher de soleil et la mer pour se rendre compte qu'il s'agit non seulement d'un projet hors du commun, mais aussi d'un cadre hors du commun. Mais ce cadre hors du commun est aussi une source de tracas intarissables pour les ingénieurs. Une fois la phase 1 terminée, celle de la construction de l'île, le palmier doit affronter son pire ennemi, l'environnement. Depuis le début des travaux, les ingénieurs savent qu'ils vont se heurter au problème de l'érosion. Toutes les plages sont en permanence balayées par les vagues, mais sur une île artificielle, ce phénomène est multiplié. En effet, ces plages ne se reconstituent pas naturellement avec le sable charrié par la mer. Et si la nature ne s'en charge pas, quelqu'un doit le faire, sinon, c'est toute l'île qui disparaît. Ce n'est que maintenant que l'île est construite que les ingénieurs découvrent l'ampleur du phénomène. Ils ont étudié chaque mètre des 56 km de côte du Palmier et analysé les effets des vagues sur leur forme. Les résultats montrent que le sable, dans certaines zones, est petit à petit emporté dans d'autres portions de l'île. Si on ne fait rien, les plages ne resteront pas droites et on pourra dire adieu à l'île paradisiaque. Cependant, les ingénieurs sont convaincus qu'un entretien constant permettra de conserver la forme complexe du palmier. Alors qu'ils pensent avoir réglé ce problème, un autre encore plus ennuyeux se profile. L'érosion des plages affecte aussi la côte continentale et à bien plus grande échelle. Or, les plages de l'Émirat ont fait sa réputation. Le succès de l'île va-t-il provoquer le déclin du continent ? Normalement, les courants charrient le sable de manière uniforme le long de la côte, lui assurant un aspect rectiligne. Mais la construction d'une structure aussi massive a modifié le trajet des vagues et le courant altère la forme de la côte. Dans certains endroits, il dépose du sable, formant ainsi une langue en direction du large. Dans d'autres, il creuse la plage. Et les recherches préliminaires ont de quoi inquiéter. Dans certaines zones, la plage pourrait être érodée sur 5 à 10 mètres par an, ce qui finirait probablement par détruire les constructions du front de mer. Avec le temps, la côte se remodèlera, la nature et la construction artificielle apprenant à cohabiter. Mais ça risque de prendre des années. Du coup, les promoteurs ont acheté une drague pour aspirer le sable là où il s'accumule et pour le rejeter dans les zones touchées par l'érosion, redonnant ainsi sa forme initiale à la côte. Les plages de Dubaï sont sauvées, pour l'instant. Les ingénieurs cherchent sans arrêt des moyens de dompter la nature. Le problème de l'érosion est réglé, mais les menaces ne viennent pas seulement de la surface de la mer. Sous l'eau se cache un nouveau problème. Quel impact cette superstructure phénoménale a-t-elle sur l'écologie de la région ? Août 2005. 4 ans après le début des travaux, cette île audacieuse donne une nouvelle allure à la côte de Dubaï. C'était la première étape et une grosse étape pour faire connaître Dubaï. Mais en s'aventurant en terrain inconnu, les ingénieurs se heurtent sans cesse à des difficultés nouvelles. Ainsi, depuis la conception de Palm Jumeirah, les défenseurs de l'environnement sont convaincus que la construction d'une structure de cette taille nuira à la vie marine des alentours et ruinera du même coup un de ses principaux arguments touristiques, ses fonds turquoises. C'est un problème que les spécialistes surveillent au quotidien. Toutes les 6 semaines, des plongeurs analysent les eaux, surveillent et recensent les populations de poissons et de coraux.
Il semble que les craintes qui entouraient la construction et la menace qu'elle risquait de représenter pour la vie aquatique ne soient pour l'heure pas fondées. En fait, elle paraît même avoir l'effet inverse. La vie sous-marine n'est pas affectée par l'activité des dragues, et la digue a créé des abris pour les poissons et attiré de nouvelles espèces. Les promoteurs n'ont pas tardé à en tirer parti. Ils comptent construire le plus grand récif artificiel du monde. En juin 2004, 2 avions de chasse ont été immergés pour que les plongeurs puissent aller les visiter. On envisage de faire de même avec un autobus à Impérial londonien. Dans le plus pur style de l'Émirat, on crée quelque chose à partir de rien pour rivaliser avec les récifs australiens, ceux de la mer Rouge ou des Maldives. Avant même la fin des travaux sur le Palmier, le prince est emballé par son succès. Et il veut faire construire 2 autres îles, chacune plus grande que la précédente. La construction de Palm Jebel Ali a été lancée en 2002. 2 fois plus grande que Palm Jumeirah, avec ses 8 km de diamètre, elle est conçue pour être un endroit paisible, avec 29 hôtels de luxe, et un anneau intérieur de jetée écrivant un poème en arabe composé par le prince. Et Palm Deira sera encore plus imposante. Cette île de 14 km de long pourra accueillir 500 000 personnes. Même si les ingénieurs se savent capables de construire de telles superstructures, ils sont confrontés à un problème plus ennuyeux, l'approvisionnement en matières premières. Pour faire jaillir cette île de la mer, il faudra 1,5 milliard de mètres cubes de sable, 15 fois plus que pour Palm Jumeirah. Cette structure pharaonique risque-t-elle de ne pas voir le jour par manque de sable? Là encore, les ingénieurs restent confiants et trouvent la parade. Ils envoient les dragues plus au large pour trouver suffisamment de sable de la qualité requise afin de concrétiser le projet. Et au moment où ils pensaient atteindre les limites de leurs ressources, le prince leur a décrit son idée la plus incroyable. Pour faire de Dubaï la destination touristique numéro 1, il veut reconstruire le monde. À 4 km au large, des centaines d'îlots sont déjà en construction. Vus du ciel, ils reproduiront la forme des continents de notre planète. Ces structures sont infiniment plus compliquées à construire que le Palmier. En effet, il ne s'agit pas d'une île, mais de 300, chacune différente les unes des autres, d'une taille allant de 2 à 8 hectares. La date d'achèvement de ces îles privées est fixée courant 2007. Arizona, Wyoming, France, Australie, tout est à vendre pour un prix allant de 5 à 27 millions d'euros avant même le début de la moindre construction sur chacune d'entre elles. Mais recréer le monde pousse la technologie à ses limites. Cet archipel de bancs de sable couvre une superficie de près de 63 km². Chaque île doit être construite exactement au bon endroit pour donner l'impression depuis les airs d'une carte du monde. À la moindre erreur, toute l'esthétique sera compromise. Palm Jumeirah fait connaître Dubaï au monde. Et aujourd'hui, le monde va faire connaître Dubaï. Mais les ingénieurs ne sont-ils pas allés trop loin? Les demandes d'accession à la propriété se poursuivront-elles avec cette frénésie de construction? La bulle immobilière éclatera-t-elle? Pour l'heure, 2 des îles et 1/3 du monde ont été achetés. Mais il reste encore beaucoup de lots à vendre. Malgré tout, les promoteurs sont confiants. La demande ne semble pas vouloir se tarir. Ces constructions extraordinaires sont à la mode. Et pour couronner le tout, en janvier 2005, le projet Front de mer a été présenté. Ce terrain en forme de griffe ne se contentera pas d'empiéter sur la mer. Il créera également 75 km de front de mer qui s'enfonceront dans le désert. À elles toutes, ces mégastructures agrandiront les côtes du Petit Émirat de 72 à 1500 km, soit une augmentation de 2118%. Pendant ce temps, les équipes de construction de Palm Jumeirah s'échinent toujours pour respecter le délai prévu. L'île, elle, se dresse déjà comme pour défier la nature, preuve que les ingénieurs peuvent sans cesse repousser les limites de la technologie. Cette île est à tout point de vue une incroyable superstructure.
L'émirat de Dubaï a plus de sable qu'il n'en aura jamais besoin. Mais comble de l'ironie, celui du désert n'est pas adapté aux besoins du chantier. Il est trop fin et il ne s'agglomère pas. Il faut donc aller le chercher ailleurs. Le sable le plus adapté se trouve à 6000 nautiques au large. Il est grossier, dense et il résiste bien mieux aux assauts des vagues. On va donc l'aspirer sur le fond du golfe Persique. Autre avantage, les dragues passeront moins de temps à le transporter jusqu'au chantier. En seulement 3 heures, une drague fait l'aller-retour, aspire le sable et le déverse sur le chantier. Elle travaille sur une zone de 5 km², aspirant une épaisseur d'1 mètre de sable sur le fond. Il faut moins d'1 heure pour remplir sa soute de 8000 tonnes de sable. Ce dernier est ensuite aspiré par un tuyau et refoulé à un débit de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire suffisamment rapide pour remplir un bassin olympique en 4 minutes. L'équipe 2, celle qui construit l'île, travaille 24 heures sur 24 pour respecter les délais. Nuit et jour, l'île grandit. Le sable dessine un arrondi qui finira par culminer à 4 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Mais les ingénieurs sont dubitatifs. La forme de l'île correspond-elle à ce qui était prévu? On était très enthousiastes. On avait hâte de voir le résultat, mais on avait aussi un peu peur. Était-elle au bon endroit? Pour dissiper ce doute, Dubaï a un atout. À 676 km d'altitude, l'émirat a en effet accès à l'unique satellite privé du monde. Il est si puissant qu'il rivalise même avec ceux des armées russes et américaines. En orbite autour de la Terre, Ikonos, c'est son nom, prend des photos montrant que l'île est parfaitement à sa place, pour l'instant. Cela signifie également que le prince peut garder en permanence un œil sur son projet. Août 2002. Au bout d'1 an de travail, l'équipe 2 est en avance sur son planning. 8 km de digues ont été érigés. Et 8 feuilles de palme s'arrondissent au milieu des flots azuréens. Mais le travail est difficile. Cette méthode de construction est très courante dans le cadre de la bonification des terrains. Mais ce projet n'a rien d'ordinaire. Il n'y a pas de moule pour la forme du palmier et pas de point fixe pour se repérer depuis la côte. Cette forme sans précédent est un véritable casse-tête à construire, car tout son design repose sur la précision. Cette liquéfaction. Il se produit lorsqu'un séisme agite la surface de la Terre et fait du même coup bouger les grains de sable. En se tassant, le sable fait remonter l'eau, liquéfiant le sol. En clair, l'île replongerait dans la mer. Kobe a été la preuve tragique d'un tel phénomène. En 1995, un tremblement de terre de 7,2 degrés sur l'échelle de Richter a ravagé la ville. En quelques secondes, les bâtiments se sont écroulés. Mais sur le front de mer, les choses se sont passées différemment. La puissance du séisme a entraîné la liquéfaction des polders sur lesquels le port était construit. Là, les bâtiments se sont littéralement enfoncés dans la mer. Les dégâts se sont chiffrés à plus de 5 milliards d'euros. C'est le genre de drame qu'on veut éviter à Dubaï. Aussi, avant de construire les bâtiments, on s'assure que Palm Jumeirah sera suffisamment solide pour résister à une liquéfaction éventuelle. L'équipe doit tasser une couche de sable d'une 12aine de mètres, c'est-à-dire trop épaisse pour qu'on y parvienne avec des rouleaux compresseurs traditionnels. La seule solution est une méthode appelée vibrocompactage. Janvier 2004. 15 machines travaillent 24 heures sur 24 pour solidifier le sable. On fore d'abord plus de 200 000 puits sur toute la surface de l'île. De l'eau et de l'air sous haute pression enfoncent les vibreurs dans le sable. En s'agitant, l'appareil secoue et compacte la zone environnante. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Et au fur et à mesure que le sable se tasse et s'enfonce, on en déverse en complément jusqu'à ce que le périmètre autour du vibreur soit dur comme du roc. Il faut 8 mois pour stabiliser ainsi les 17 feuilles du palmier. Mais c'est une étape nécessaire pour assurer la sécurité des 120 000 personnes qui habiteront et travailleront ici.
Mars 2004. 2 ans et demi après le début des travaux, Palm Jumeirah est prêt à se transformer en chantier de construction. Des milliers de camions et de grues, des tonnes de matériel et 2000 ouvriers débarquent sur l'île. C'est la phase la plus compliquée de tout le projet, l'installation de l'infrastructure. Les conduites de gaz et d'eau, les câbles électriques et bien sûr, les bâtiments. Ces ouvriers vont construire une ville entière en pleine mer en 2 petites années. Mais les promoteurs n'ont-ils pas placé la barre trop haut? Janvier 2005. Une des plus grandes entreprises humaines a atteint un stade critique. Après 2 ans de travaux, les fondations de l'île émergent. Il est temps maintenant pour les ingénieurs d'oublier le sable et la roche pour s'intéresser au béton, au verre. Il n'y a que 2 lignes droites dans ce projet, toutes les autres sont courbes. Tout dépend donc d'une équipe de 5 hommes qui parcourt le périmètre de l'île chaque jour au fur et à mesure qu'elle se dessine. C'est une tâche harassante, car la température monte parfois jusqu'à 48 degrés et le taux d'humidité à 95%. Avec un sac à dos bourré d'équipements, ces récepteurs mobiles permettent de déterminer les coordonnées de l'île. En recevant les signaux depuis l'espace et depuis un point fixe à terre, on définit la position et l'altitude du banc de sable. Grâce à ces coordonnées, les dragues peuvent se mettre en position et projeter le sable avec précision. Ce n'est qu'en faisant appel au dernier cri en matière de GPS que cette structure époustouflante peut prendre forme. Sous les yeux du monde entier, le palmier se dessine. Au même moment, la confiance revient dans le petit émirat. Au lendemain du 11 septembre, Dubaï fait figure de havre de paix au Moyen-Orient. Ces plages se remplissent à nouveau, les affaires reprennent. Le pari du prince de poursuivre la construction s'avère payant. Mais encore faut-il respecter la date d'achèvement des travaux fixée pour 2006. La coordination est vitale entre les 2 équipes, celle qui construit la digue et celle qui s'occupe du palmier de sable. Si la synchronisation n'est pas parfaite, c'est l'ensemble du projet qui se trouvera en péril. Si la digue avançait trop vite, l'accès au palmier était compromis. Et si la poldérisation avançait trop vite, elle était exposée aux tempêtes. Aucun des 2 ne devait donc dépasser l'autre. Cet équilibre est fragile. Mais au bout d'1 an de travail, le chantier est encore dans les temps. Contre toute attente, le palmier se dessine petit à petit au-dessus des vagues, protégé par sa muraille sans cesse en expansion. C'est le symbole de la réussite des ingénieurs qui vont bientôt relever leur défi le plus difficile. S'assurer qu'on peut construire sur une île artificielle faite uniquement de sable. Ce matériau instable et particulièrement sensible au mouvement de l'eau doit reposer suffisamment longtemps pour être assez solide afin qu'on puisse construire dessus. Ici, il doit même être assez stable pour qu'on bâtisse une ville de 120 000 habitants dont la sécurité reposera sur des fondations inébranlables. Il faut donc rendre cette île de sable gigantesque aussi solide que du roc. Mais comment? Octobre 2002. La construction d'un des projets les plus ambitieux du monde a bien avancé. Le sable le plus adapté se trouve à 6000 nautiques au large. Il est grossier, dense et il résiste bien mieux aux assauts des vagues. On va donc l'aspirer sur le fond du golfe Persique. Autre avantage, les dragues passeront moins de temps à le transporter jusqu'au chantier. En seulement 3 heures, une drague fait l'aller-retour, aspire le sable et le déverse sur le chantier. Elle travaille sur une zone de 5 km², aspirant une épaisseur d'1 mètre de sable sur le fond. Il faut moins d'1 heure pour remplir sa soute de 8000 tonnes de sable. Ce dernier est ensuite aspiré par un tuyau et refoulé à un débit de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire suffisamment rapide pour remplir un bassin olympique en 4 minutes. L'équipe 2, celle qui construit l'île, travaille 24 heures sur 24 pour respecter les délais.
Nuit et jour, l'île grandit. Le sable dessine un arrondi qui finira par culminer à 4 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Mais les ingénieurs sont dubitatifs. La forme de l'île correspond-elle à ce qui était prévu? On était très enthousiastes. On avait hâte de voir le résultat, mais on avait aussi un peu peur. Était-elle au bon endroit? Pour dissiper ce doute, Dubaï a un atout. À 676 km d'altitude, l'Émirat a en effet accès à l'unique satellite privé du monde. Il est si puissant qu'il rivalise même avec ceux des armées russes et américaines. En orbite autour de la Terre, Ikonos, c'est son nom, prend des photos montrant que l'île est parfaitement à sa place, pour l'instant. Cela signifie également que le prince peut garder en permanence un œil sur son projet. Août 2002. Au bout d'1 an de travail, l'équipe 2 est en avance sur son planning. 8 km de digues ont été érigés. Et 8 feuilles de palme s'arrondissent au milieu des flots azuréens. Mais le travail est difficile. Cette méthode de construction est très courante dans le cadre de la bonification des terrains. Mais ce projet n'a rien d'ordinaire. Il n'y a pas de moule pour la forme du palmier et pas de point fixe pour se repérer depuis la côte. Cette forme sans précédent est un véritable casse-tête à construire, car tout son design repose sur la précision. Cette structure gigantesque aura 56 km de front de mer, dont la quasi-totalité seront en arrondi. Pour compliquer encore les choses, il est impossible de dire depuis le sol si le sable est projeté au bon endroit. Aussi, le seul moyen d'arriver à bout de ce chantier, c'est d'utiliser une technologie de pointe. Sans le GPS, nous n'aurions pas réussi. Le fait remonter l'eau, liquéfiant le sol. En clair, l'île replongerait dans la mer. Kobe a été la preuve tragique d'un tel phénomène. En 1995, un tremblement de terre de 7,2 degrés sur l'échelle de Richter a ravagé la ville. En quelques secondes, les bâtiments se sont écroulés. Mais sur le front de mer, les choses se sont passées différemment. La puissance du séisme a entraîné la liquéfaction des polders sur lesquels le port était construit. Là, les bâtiments se sont littéralement enfoncés dans la mer. Les dégâts se sont chiffrés à plus de 5 milliards d'euros. C'est le genre de drame qu'on veut éviter à Dubaï. Aussi, avant de construire les bâtiments, on s'assure que Palm Jumeirah sera suffisamment solide pour résister à une liquéfaction éventuelle. L'équipe doit tasser une couche de sable d'une 12aine de mètres, c'est-à-dire trop épaisse pour qu'on y parvienne avec des rouleaux compresseurs traditionnels. La seule solution est une méthode appelée vibrocompactage. Janvier 2004. 15 machines travaillent 24 heures sur 24 pour solidifier le sable. On fore d'abord plus de 200 000 puits sur toute la surface de l'île. De l'eau et de l'air sous haute pression enfoncent les vibreurs dans le sable. En s'agitant, l'appareil secoue et compacte la zone environnante. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Et au fur et à mesure que le sable se tasse et s'enfonce, on en déverse en complément jusqu'à ce que le périmètre autour du vibreur soit dur comme du roc. Il faut 8 mois pour stabiliser ainsi les 17 feuilles du palmier. Mais c'est une étape nécessaire pour assurer la sécurité des 120 000 personnes qui habiteront et travailleront ici. Mars 2004. 2 ans et demi après le début des travaux, Palm Jumeirah est prêt à se transformer en chantier de construction. Des milliers de camions et de grues, des tonnes de matériel et 2000 ouvriers débarquent sur l'île. C'est la phase la plus compliquée de tout le projet, l'installation de l'infrastructure. Les conduites de gaz et d'eau, les câbles électriques et bien sûr, les bâtiments. Ces ouvriers vont construire une ville entière en pleine mer en 2 petites années. Mais les promoteurs n'ont-ils pas placé la barre trop haut? Janvier 2005. Une des plus grandes entreprises humaines a atteint un stade critique. Après 2 ans de travaux, les fondations de l'île émergent. Il est temps maintenant pour les ingénieurs d'oublier le sable et la roche pour s'intéresser au béton, au verre et à l'acier. Ils ont 2 ans pour faire sortir une ville de l'eau. Une première dans l'histoire du monde,
et un véritable cauchemar logistique large. Dans d'autres, ils creusent la plage. Et les recherches préliminaires ont de quoi inquiéter. Dans certaines zones, la plage pourrait être érodée sur 5 à 10 mètres par an, ce qui finirait probablement par détruire les constructions du front de mer. Avec le temps, la côte se remodèlera, la nature et la construction artificielle apprenant à cohabiter. Mais ça risque de prendre des années. Du coup, les promoteurs ont acheté une drague pour aspirer le sable là où il s'accumule et pour le rejeter dans les zones touchées par l'érosion, redonnant ainsi sa forme initiale à la côte. Les plages de Dubaï sont sauvées, pour l'instant. Les ingénieurs cherchent sans arrêt des moyens de dompter la nature. Le problème de l'érosion est réglé, mais les menaces ne viennent pas seulement de la surface de la mer. Sous l'eau se cache un nouveau problème. Quel impact cette superstructure phénoménale a-t-elle sur l'écologie de la région ? Août 2005. 4 ans après le début des travaux, cette île audacieuse donne une nouvelle allure à la côte de Dubaï. C'était la première étape et une grosse étape pour faire connaître Dubaï. Mais en s'aventurant en terrain inconnu, les ingénieurs se heurtent sans cesse à des difficultés nouvelles. Ainsi, depuis la conception de Palm Jumeirah, les défenseurs de l'environnement sont convaincus que la construction d'une structure de cette taille nuira à la vie marine des alentours et ruinera du même coup un de ses principaux arguments touristiques, ses fonds turquoises. C'est un problème que les spécialistes surveillent au quotidien. Toutes les 6 semaines, des plongeurs analysent les eaux, surveillent et recensent les populations de poissons et de coraux. Il semble que les craintes qui entouraient la construction et la menace qu'elle risquait de représenter pour la vie aquatique ne soient pour l'heure pas fondées. En fait, elle paraît même avoir l'effet inverse. La vie sous-marine n'est pas affectée par l'activité des dragues, et la digue a créé des abris pour les poissons et attirer de nouvelles espèces. Les promoteurs n'ont pas tardé à en tirer parti. Ils comptent construire le plus grand récif artificiel du monde. En juin 2004, 2 avions de chasse ont été immergés pour que les plongeurs puissent aller les visiter. On envisage de faire de même avec un autobus à Impérial londonien. Les ouvertures permettront de laisser entrer suffisamment d'eau. 2 fois par jour, la marée investira la structure, faisant circuler de l'eau claire entre les feuilles de palme. En 2 semaines, toute l'eau sera ainsi renouvelée. Malgré tout, le problème risque de réapparaître. Des spécialistes de l'environnement testent donc l'eau chaque jour pour s'assurer que le système fonctionne. On ne peut pas tolérer le retour des algues et de l'eau stagnante. Mais une fois la qualité de l'eau assurée, le projet peut repartir de l'avant. Les équipes se démènent pour achever les 2 structures. 7 dragues projettent le sable pour créer les dernières feuilles du palmier. Et des grues flottantes posent les derniers blocs. En août 2003, la digue est achevée. Les 5,5 millions de mètres cubes de rochers retiennent désormais les flots tumultueux. Deux mois plus tard, en octobre, l'île est terminée à son tour. Les 94 millions de mètres cubes de sable pris dans le golfe Persique ont donné naissance à un palmier parfait. En seulement 2 ans, le projet est sorti des eaux en respectant le délai de construction imposé au départ. La phase 1 de ce défi monumental est achevée. Mais il reste encore beaucoup de travail, car cette phase englobait seulement l'érection des fondations. Pour faire du rêve du prince une réalité, il faut encore construire 4500 pavillons et appartements, des hôtels et des centres commerciaux sur le front de mer. Cette île de sable doit en effet soutenir une ville entière, d'où une difficulté nouvelle, celle de construire sur du sable.
Comme le sable a été projeté, il est meuble et non compacté. Le matériau de construction de l'île avait été aspiré au fond du golfe Persique, ce qui signifiait que toutes les particules fines avaient déjà été nettoyées. Quelques heures après son dépôt, on pouvait y circuler en voiture, mais rien n'y construire dessus. Or, cette ville construite sur la mer a besoin de fondations solides. Aussi, avant de commencer la construction, les ingénieurs doivent trouver un moyen de compacter le sable. En théorie, c'est très simple. Il suffit simplement de comprimer la couche supérieure. Vous voyez qu'il n'y a que très peu de déplacement, sauf vers le bas. Rien sur les côtés. Après, la surface est assez solide pour être constructible. Mais en pratique, les ingénieurs travaillent sur une surface répartie sur... C'est le tourisme de masse. Dubaï semble avoir tous les atouts pour réussir. Le soleil y brille presque tous les jours, et ses plages et ses fonds marins sont superbes. 5 millions de touristes viennent ici chaque année, et le prince veut voir ce chiffre tripler. Le problème, c'est que la côte ne mesure que 72 km. Autant dire qu'elle est trop réduite pour accueillir 15 millions de personnes. Comment l'allonger? Tout simplement en construisant une île géante. Cette tâche herculéenne incombe au sultan Ahmed Ben Sulayem. Tout commence par une feuille de papier sur laquelle il dessine une île circulaire. À sa grande satisfaction, il constate qu'elle agrandirait la côte de 7 km. Mais ce chiffre ne suffit pas au prince. Il a regardé cette île circulaire qui nous apportait donc 7 km de plage et il a lancé, et pourquoi pas 70 km? Il faut donc revenir à la table à dessin, et cette fois, c'est le prince lui-même qui met la main à la pâte. Malheureusement, l'essai n'est pas concluant. C'est alors qu'il conçoit un plan audacieux. En effet, quoi de plus indiqué pour un endroit paradisiaque qu'une île en forme de palmier? D'une largeur de 5,5 km, elle étirera la côte de pas moins de 56 km. Elle aura 9 fois plus de côtés qu'une île circulaire. Mais personne n'a encore jamais construit d'île de cette taille et de cette forme. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça incroyable. En effet, ça revient à construire une ville en mer, puisque le palmier sera couvert de villas luxueuses, de centres commerciaux et de restaurants. Quant à la digue en forme de croissant, reliée au palmier par un tunnel, elle accueillera 22 hôtels. Le moyen le plus facile de construire cette mégastructure serait d'utiliser du béton et de l'acier. Sauf que ça ne cadre pas avec les projets du prince, qui posent un défi supplémentaire aux architectes. Pour se fondre dans son environnement, l'île doit être entièrement fabriquée à partir de matériaux naturels. En forme de palmier, elle sera faite de 94 millions de mètres cubes de sable. Et la seule chose qui les protégera de la mer, c'est une digue de 5,5 millions de mètres cubes de roches. Avec une telle quantité de sable et de rochers, on pourrait construire un mur de 2,50 m de haut tout autour de la planète. C'est peut-être le seul endroit au monde où on peut faire quelque chose de semblable, où quelqu'un peut imaginer et réaliser un tel projet. Pour concrétiser cette idée ambitieuse, Dubaï a besoin des meilleurs ingénieurs et architectes de la planète. Finira par culminer à 4 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Mais les ingénieurs sont dubitatifs. La forme de l'île correspond-elle à ce qui était prévu? On était très enthousiastes. On avait hâte de voir le résultat, mais on avait aussi un peu peur. Était-elle au bon endroit? Pour dissiper ce doute, Dubaï a un atout. À 676 km d'altitude, l'émirat a en effet accès à l'unique satellite privé du monde. Il est si puissant qu'il rivalise même avec ceux des armées russes et américaines. En orbite autour de la Terre, Ikonos, c'est son nom, prend des photos montrant que l'île est parfaitement à sa place, pour l'instant. Cela signifie également que le prince peut garder en permanence un œil sur son projet. Août 2002. Au bout d'1 an de travail, l'équipe 2 est en avance sur son planning.
8 km de digues ont été érigés. Et 8 feuilles de palme s'arrondissent au milieu des flots azuréens. Mais le travail est difficile. Cette méthode de construction est très courante dans le cadre de la bonification des terrains. Mais ce projet n'a rien d'ordinaire. Il n'y a pas de moule pour la forme du palmier et pas de point fixe pour se repérer depuis la côte. Cette forme sans précédent est un véritable casse-tête à construire, car tout son design repose sur la précision. Cette structure gigantesque aura 56 km de front de mer, dont la quasi-totalité seront en arrondi. Pour compliquer encore les choses, il est impossible de dire depuis le sol si le sable est projeté au bon endroit. Aussi, le seul moyen d'arriver à bout de ce chantier, c'est d'utiliser une technologie de pointe. Sans le GPS, nous n'aurions pas réussi. Il n'y a que 2 lignes droites dans ce projet. Toutes les autres sont courbes. Tout dépend donc d'une équipe de 5 hommes qui parcourt le périmètre de l'île chaque jour, au fur et à mesure qu'elle se dessine. C'est une tâche harassante, car la température monte parfois jusqu'à 48 degrés et le taux d'humidité à 95%. Avec un sac à dos bourré d'équipements, ces récepteurs mobiles permettent de déterminer les coordonnées de l'île. En recevant les signaux depuis l'espace et depuis un point fixe à terre, on définit la position et l'altitude du banc de sable. Grâce à ces coordonnées, les dragues peuvent se mettre en position et projeter le sable avec précision. Ce n'est qu'en faisant appel au dernier cri en matière de GPS que cette structure époustouflante peut prendre forme. Sous les yeux du monde entier, le palmier se dessine. Au même moment, la confiance revient à la forme complexe du palmier. Alors qu'il pense avoir réglé ce problème, un autre encore plus ennuyeux se profile. L'érosion des plages affecte aussi la côte continentale et à bien plus grande échelle. Or, les plages de l'Émirat ont fait sa réputation. Le succès de l'île va-t-il provoquer le déclin du continent ? Normalement, les courants charrient le sable de manière uniforme le long de la côte, lui assurant un aspect rectiligne. Mais la construction d'une structure aussi massive a modifié le trajet des vagues et le courant altère la forme de la côte. Dans certains endroits, il dépose du sable, formant ainsi une langue en direction du large. Dans d'autres, il creuse la plage. Et les recherches préliminaires ont de quoi inquiéter. Dans certaines zones, la plage pourrait être érodée sur 5 à 10 mètres par an, ce qui finirait probablement par détruire les constructions du front de mer. Avec le temps, la côte se remodèlera, la nature et la construction artificielle apprenant à cohabiter. Mais ça risque de prendre des années. Du coup, les promoteurs ont acheté une drague pour aspirer le sable là où il s'accumule et pour le rejeter dans les zones touchées par l'érosion, redonnant ainsi sa forme initiale à la côte. Les plages de Dubaï sont sauvées, pour l'instant. Les ingénieurs cherchent sans arrêt des moyens de dompter la nature. Le problème de l'érosion est réglé, mais les menaces ne viennent pas seulement de la surface de la mer. Sous l'eau se cache un nouveau problème. Quel impact cette superstructure phénoménale a-t-elle sur l'écologie de la région ? Août 2005. 4 ans après le début des travaux, cette île audacieuse donne une nouvelle allure à la côte de Dubaï. C'était la première étape et une grosse étape pour faire connaître Dubaï. Mais en s'aventurant en terrain inconnu, les ingénieurs se heurtent sans cesse à des difficultés nouvelles. Ainsi, depuis la conception de Palm Jumeirah, les défenseurs de l'environnement sont convaincus que la construction d'une structure de cette taille nuira à la vie marine des alentours et ruinera du même coup un de ses principaux arguments touristiques, ses fonds turquoises. C'est un problème que les spécialistes surveillent au quotidien. Toutes les 6 semaines, des plongeurs analysent les eaux, surveillent et particulièrement résistantes.
Dubaï se situe à la jonction de deux plaques tectoniques. Bam, en Iran, au nord du golfe Persique. 5h26 du matin, le 26 décembre 2003. La ville est secouée par un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter. En quelques minutes, 60% des bâtiments s'effondrent. Il y a 43 000 morts, 20 000 blessés et 60 000 sans-abri. Une multitude de répliques touche Dubaï à 480 km de l'autre côté du golfe Persique. C'est un signal d'alarme pour le projet. Si l'épicentre d'un tremblement de terre se trouvait à Dubaï, ce serait un désastre. Si un tremblement de terre secouait la région, le sable perdrait de sa cohésion en profondeur. La polyrisation consiste d'abord à entasser du sable. Ensuite, on ajoute l'océan. Et on obtient une île. Ajoutez les forces latérales d'un séisme et l'île disparaît. Ce phénomène terrifiant s'appelle liquéfaction. Il se produit lorsqu'un séisme agite la surface de la Terre et fait du même coup bouger les grains de sable. En se tassant, le sable fait remonter l'eau, liquéfiant le sol. En clair, l'île replongerait dans la mer. Kobe a été la preuve tragique d'un tel phénomène. En 1995, un tremblement de terre de 7,2 degrés sur l'échelle de Richter a ravagé la ville. En quelques secondes, les bâtiments se sont écroulés. Mais sur le front de mer, les choses se sont passées différemment. La puissance du séisme a entraîné la liquéfaction des polders sur lesquels le port était construit. Là, les bâtiments se sont littéralement enfoncés dans la mer. Les dégâts se sont chiffrés à plus de 5 milliards d'euros. C'est le genre de drame qu'on veut éviter à Dubaï. Aussi, avant de construire les bâtiments, on s'assure que Palm Jumeirah sera suffisamment solide pour résister à une liquéfaction éventuelle. L'équipe doit tasser une couche de sable d'une douzaine de mètres, c'est-à-dire trop épaisse pour qu'on y parvienne avec des rouleaux compresseurs traditionnels. La seule solution est une méthode appelée vibrocompactage. Janvier 2004. 15 machines travaillent 24 heures sur 24 pour solidifier le sable. On fore d'abord plus de 200 000 puits sur toute la surface de l'île. De l'eau et de l'air sous haute pression enfoncent les vibreurs dans le sable.